Le journal d'information présenté par Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information. Une édition que vous pouvez suivre également sur notre site et notre application, mais aussi en direct vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. Et la une de ce mercredi 1er juillet, l'annexion d'une partie de la Judée-Samarie. Elle devait démarrer aujourd'hui, mais depuis ce matin, rien n'a bougé sur le terrain et les discussions se poursuivent entre Américains et Israéliens. Nous en discuterons avec notre invité, le géopolitologue Frédéric Ancel. Également au sommaire, les hésitations des autorités israéliennes face à la nouvelle vague de contamination au Covid-19. Près de 800 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures dans le pays. Nous aborderons également les nouvelles tensions entre Benjamin Netanyahou et le procureur général accusé de chercher à renverser le gouvernement. Également sur les difficultés, la société est là. Et puis en France, sur l'audition d'Agnès Buzyn hier devant la commission d'enquête parlementaire consacrée à la gestion de la crise sanitaire. Voilà pour le menu. En dernière partie, vous en avez désormais l'habitude, nous retrouverons Daniel Rouache pour sa chronique Israël Startup Nation. Radio J. La date avait été cochée de longue date sur les agendas des Israéliens et des diplomates du monde entier. Le 1er juillet devait marquer la première étape de la mise en œuvre du plan d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie par l'État hébreu en application du deal du siècle de Donald Trump. Ce matin, pourtant, rien. Pas d'annonce du gouvernement, pas d'action symbolique sur le terrain, simplement des confirmations plus ou moins officielles qu'il faudra encore être patient. C'est d'ailleurs ce que laissait entendre ce matin le ministre des Affaires étrangères israélien Gabi Ashkenazi. Je pense qu'il n'y aura rien. Il me semble peu probable que cela arrive aujourd'hui, assurait-il tout à l'heure à la radio militaire. Les modalités de ce projet sont toujours en suspens. La vallée du Jourdain ne devrait pas très probablement être concernée par ce plan. Pour ne pas froisser la Jordanie, l'application de la souveraineté israélienne pourrait plutôt concerner certains blocs d'implantation autour de Jérusalem, voire les villes de Bethel et Shiloh, à moins que les Américains n'en décident autrement. En effet, selon la chaîne publique Cannes, l'administration Trump aurait dessiné une nouvelle carte plus avantageuse pour Israël, tout du moins pour ce gouvernement de droite. Elle prévoirait l'annexion d'une vingtaine d'avant-postes jusque-là écartés, des discussions à une condition néanmoins que l'État hébreu offre des contreparties territoriales aux Palestiniens, un dossier qui est encore à la une des médias israéliens aujourd'hui. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Nous sommes bien le 1er juillet, date choisie par Benjamin Netanyahou pour entamer une démarche de souveraineté israélienne sur 30% de la Judée et de la Samarie. C'est naturellement ce dossier de la souveraineté qui est le plus dominant dans les premières pages des quotidiens et des sites d'information ce matin. C'est l'heure de la souveraineté, annonce en manchette et en évidence le Israël Hayom qui depuis le début, on sans doute fait campagne en faveur d'une telle démarche. Le quotidien gratuit nous révèle une partie des tractations entre Israël et les États-Unis, des tractations qui se poursuivent actuellement. Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du journal propose à ses lecteurs un guide complet du dossier de l'annexion. Efrat Porcher, elle est allée sur le terrain et elle constate surtout l'indifférence générale qui caractérise à la fois les habitants israéliens et palestiniens de la Judée et de la Samarie. Quant à Daniel Siroti, il affirme qu'actuellement la seule ou la principale préoccupation à Ramallah, eh bien, c'est la lutte contre le coronavirus. Amnon Lord, dans son éditorial central, dont des extraits figurent en première page du Israël Hayom, écrit ce matin: il y aura toujours des arguments contre toute initiative, surtout lorsque celle-ci est audacieuse. Mais l'histoire d'Israël s'est forgée autour de démarches audacieuses, alors que les hésitations ont toujours conduit à des catastrophes. Nous avons aujourd'hui une fenêtre d'opportunité qui débute et qui risque de se refermer en novembre avec les présidentielles américains. Si en novembre prochain, un président démocrate est élu, on peut en déduire d'emblée qu'il ne sera pas favorable à l'État d'Israël, écrit Amnon Lord ce matin dans le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot, lui, est nettement plus nuancé dans son approche de l'instauration de la souveraineté, et cela explique pourquoi il a ouvert sa première page à un leader politique d'envergure internationale qui est considéré comme un véritable ami d'Israël, et pour cause, puisqu'il s'agit du Premier ministre britannique Boris Johnson. Dans un éditorial rédigé spécialement à cette occasion, donc l'occasion de ce 1er juillet, Johnson est très clair. C'est parce que je suis un fervent défenseur de l'État d'Israël que je m'oppose à toute démarche d'annexion, écrit-il, car l'annexion
l'annexion est contraire au droit international et qu'elle risque de remettre en cause tout le chemin parcouru par Israël sur la voie d'un rapprochement avec des pays arabes modérés. Les ennemis d'Israël profiteront de cette situation face à tous ceux qui rêvent d'une avancée au Proche-Orient, écrit ce matin Boris Johnson pour le Yediot Ahronoth. L'intégralité de cet éditorial est en page 2 et 3 du journal. Pour le Yediot Ahronoth, Binyamin Netanyahou ne devrait pas faire aujourd'hui de déclaration solennelle à propos de l'annexion. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que selon le quotidien, la délégation américaine conduite par Avi Leibovitch, qui était au cours des derniers jours en Israël, eh bien, elle est rentrée aux États-Unis sans avoir pu présenter un plan clair d'instauration de cette démarche. Hier, M. Netanyahou a affirmé qu'il allait plancher sur le dossier au cours des prochains jours, tandis que le journal affirme que pour l'instant, sur le terrain, la situation reste calme. Le site Ynet titre ce matin en page d'ouverture: nous sommes en juillet, mais l'annexion n'est pas encore au rendez-vous, et le site de proposer lui aussi à ses lecteurs un guide complet de l'annexion. Le Haaretz consacre cette année à cette annexion son éditorial central et il explique que le Premier ministre est monté sur ses grands chevaux dans ce dossier, qu'il a du mal à en redescendre, même si au cours des derniers jours, il a tenté de minimiser l'importance de la date du 1er juillet. Le Maariv, lui, ne mentionne pas cette démarche en titre d'ouverture de son site, mais il met en évidence une déclaration d'un haut fonctionnaire du Fatah qui affirme que si Israël le veut, les Palestiniens sont prêts à revenir à la table des négociations. Daniel Haïk depuis Jérusalem. Et pour bien comprendre ces pourparlers en cours, il faut avoir en tête qu'avant le plan Trump, le règlement du conflit israélo-arabe avait déjà une longue histoire que vous connaissez évidemment, émaillée de nombreux échecs et de quelques succès. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Il faut reconnaître que les plans de paix sont aussi vieux que le conflit israélo-arabe, signe d'un effort louable, mais aussi d'un succès limité. Petit récapitulatif. Au lendemain de la guerre des 6 jours, la mission Jaring, mandatée par l'ONU, a tenté durant 6 ans de rapprocher les positions d'Israël et des pays arabes. Ces derniers, soutenus par l'Union soviétique, refusaient toute négociation directe avec Israël et exigeaient comme condition préalable le retrait de tous les territoires conquis en 1967. En 1969, c'est le plan Rogers, secrétaire d'État américain sous la présidence de Richard Nixon, qui se concentre sur Israël et l'Égypte. Là encore, ce sont les soviétiques qui font capoter le plan. En 1981, c'est le prince Fahd d'Arabie Saoudite qui présente la première initiative de paix arabe. Il prévoit un retrait israélien de tous les territoires conquis en 67, le droit au retour des réfugiés palestiniens et la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Le plan est adopté par la Ligue arabe mais rejeté par Israël, en particulier parce qu'il ne propose aucune normalisation des relations entre Israël et le monde arabe. En 82, le plan Reagan tente de trouver une solution au problème palestinien, mais Menachem Begin rejette le plan du président américain qu'il voit surtout comme une manœuvre pour le faire sortir du Liban. Face à ces échecs, il faut aussi recenser les succès. Le traité de paix signé en 1979 par l'Égypte et Israël est à mettre à l'actif de la diplomatie américaine. Si Israël a dû se retirer intégralement de la péninsule du Sinaï, en échange, il a obtenu une paix totale avec son voisin égyptien depuis 40 ans. En revanche, le volet palestinien du traité, qui prévoyait la mise en place d'une autonomie politique palestinienne, n'avait pas eu de suite. En 1994, c'est avec la Jordanie qu'Israël conclut la paix. Là encore, quelques dispositions du traité concernent le règlement du conflit israélo-palestinien, mais Israël a déjà signé avec l'OLP, 1 an plus tôt, un accord de reconnaissance bilatérale et l'établissement d'une entité palestinienne autonome en Judée-Samarie et à Gaza. Les accords d'Oslo sont d'ailleurs la seule initiative qui ait concrétisé un début de règlement négocié direct du conflit entre Israël et les Palestiniens. Pourtant, ils n'ont jamais abouti au statut définitif qui devait déboucher sur la création d'un État palestinien démilitarisé et régler l'ensemble des enjeux tels que les réfugiés palestiniens, les frontières, les ressources en eau ou les lieux saints. Entre-temps, le processus de paix avait basculé dans la seconde intifada lancée par Arafat à l'automne 2000. En 2002, la Ligue arabe propose son initiative qui reprend le principe dit de la solution à 2 États, mais en y ajoutant en échange la normalisation avec les États arabes. La même année, c'est la feuille de route, dite aussi plan du quartet, que proposent les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et la Russie. Reconnaissance mutuelle des États d'Israël et de Palestine, gel de la construction israélienne dans les implantations, arrêt du terrorisme palestinien et réforme démocratique de l'entité palestinienne en sont les clauses principales. La feuille de route non plus n'a pas abouti, pas plus que les efforts du président Obama de relancer les négociations. Et c'est donc au tour de la vision de paix du président Trump. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes docteur HDR en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris Business School. Frédéric Ancel, l'annexion d'une partie de la Judée-Samarie n'aura donc pas lieu, tout du moins aujourd'hui, en ce 1er juillet. Pour quelles raisons, selon vous, est-ce lié à certaines divergences avec l'administration Trump ou plus globalement à l'opposition ferme de la communauté internationale qui aurait poussé le gouvernement d'urgence israélien à ralentir le pas ? Alors, je pense que c'est un petit peu les deux, mais la priorité, je pense que c'est vraiment là la personnalité de Netanyahou. Il arrive au pouvoir en 96 sur pour la première fois déjà à l'époque, sur des éléments programmatiques très nationalistes, extrêmement, on va dire, bellicistes, le mot est peut-être un petit peu fort. Et en réalité, il n'en fait rien. Il rencontre Arafat au bout de 15 jours, les accords d'Oslo ne sont pas remis en cause, ils sont amendés, mais ils ne sont pas remis en cause. Et à chaque fois qu'il y a campagne électorale avec Netanyahou, j'ai envie de vous dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que il a besoin à usage interne, il a besoin de regrouper la droite pour éviter le cauchemar de 92, puisqu'à l'époque, en 92, Shamir avait perdu, alors qu'en réalité, les forces de droite, de manière générale, étaient arrivées devant les forces de gauche, et finalement, on avait eu Rabin Peres. Et ce cauchemar-là, Netanyahou le conjure à chaque élection en promettant monts et merveilles pour les nationalistes et les Israéliens qui vivent dans les implantations. Et en réalité, fondamentalement, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire la guerre, en tout cas qui n'aime pas lancer de grandes opérations à la Olmert au Liban dans les années 2000, et c'est quelqu'un qui finalement n'a jamais rien annexé. Il n'a rien fait. C'est lui qui avait annexé le Golan en 81, et c'est un gouvernement travailliste qui avait annexé Jérusalem-Est dès la guerre des 6 jours, dès les semaines qui ont suivi la guerre des 6 jours, fin juin 67. Donc fondamentalement, je pense que là encore, on a eu une promesse de Gascon en quelque sorte. Alors, il va sans doute dans les prochains mois annoncer quelque chose. Vous savez, annoncer, ça veut tout et rien dire. On peut annoncer la mise sur pied d'une commission de faisabilité pour savoir si oui ou non, ou à droite, à gauche, au nord ou au sud. Mais en réalité, pour l'instant, évidemment, j'ai envie de vous dire, il ne se passera rien, c'est ce que je dis tous les mois. Justement, sur le plan politique et national, n'est-ce pas, finalement, ce report n'est-il pas un revers pour Benyamin Netanyahou ? C'est lui-même qui avait fixé publiquement cette date du 1er juillet, alors que personne ne l'y obligeait. Il avait également annoncé que l'annexion concernerait 30% de la Judée-Samarie. Très vraisemblablement, elle ne concernera pas dans tous les cas la vallée du Jourdain. Est-ce que ça ne peut pas lui revenir finalement en boomerang ? Si vous voulez, à la prochaine élection, peut-être, mais c'est pas prévu avant 1 an et demi, et je doute que dans 1 an et demi, Netanyahou puisse réellement se représenter, ou alors il se présentera à la présidence de l'État, mais là, pour le coup, comme vous le savez, ce seront des fonctions honorifiques. Donc, je dirais qu'il a joué en quelque sorte son va-tout sans beaucoup de risques, et que ça lui a pas nui. On ne saura jamais combien de voix se sont portées ou se sont reportées sur lui, parce que cette promesse d'annexion d'une zone territoriale que les Israéliens connaissent bien pour être déjà sous contrôle israélien, et pour être quasiment vide, ou en tout cas, Jéricho évidemment n'est pas concerné, mais il n'y a pas d'autres villes palestiniennes dans la vallée du Jourdain que Jéricho, ça c'est une certitude. Bon, donc et si vous voulez, je pense qu'il ne risquait pas grand-chose. Alors maintenant, évidemment, les Israéliens vont être, les Israéliens les plus nationalistes, ils vont une nouvelle fois le voir comme quelqu'un qui est une espèce de parjure ou un matamor. Mais je rappelle quand même que ces gens-là ont la mémoire courte, puisque lorsque Ariel Sharon soumet au cabinet israélien, nous sommes en 2005, d'accord, un vote assez crucial quand même, on est au printemps 2005, pour savoir si oui ou non le pinout, le retrait de Gaza doit avoir lieu, eh bien le cabinet israélien dit oui à une voix près. Qui s'abstient? Benyamin Netanyahou. Netanyahou s'est abstenu sur le retrait de la bande de Gaza et des 20 implantations et des 8000 personnes qui y habitaient à l'époque. Donc vous voyez, on a la mémoire très courte, en réalité il promet, et je ne dis pas qu'il ne le fera pas ou qu'il n'aimerait pas le faire, mais c'est quelqu'un qui épouse au plus près les stricts rapports de force. Or, sur le plan diplomatique, au fond, s'il ne le fait pas, eh bien, ça rapportera davantage politiquement à Israël que s'il le fait. Je crois que c'est la conclusion à laquelle il arrive. Et il faut rappeler qu'à l'époque, Benyamin Netanyahou avait fini par démissionner de ce gouvernement. Frédéric Ancel,
Tsahal annonçait tout à l'heure le renforcement de sa présence en Judée-Samarie en prévision de turbulences dans les villages palestiniens. Sous l'effet de la fin de la coordination sécuritaire avec Israël décidée il y a quelques semaines par l'autorité palestinienne, on a vu ces dernières semaines les milices armées du Tanzim, du Fatah revenir au premier plan. Comment évaluez-vous le risque d'affrontement israélo-palestinien à moyen terme ? Oh là, alors votre question elle est difficile, surtout si vous me dites moyen terme. Les deux premières intifadas, 87 et 2000, ont été enclenchées sans qu'il y ait de signes avant-coureurs, en tout cas sans qu'il y ait beaucoup de signes avant-coureurs. En 87, c'était très très stupéfiant pour tout le monde. Il n'y avait absolument aucun processus de négociation en vue et la situation sociale des Palestiniens était beaucoup plus compliquée que par la suite. En 2000, c'était Arafat qui l'avait pratiquement enclenché, organisé. Et suite à une grosse déception à Camp David 2, là on avait, si vous voulez, quelque chose qui était peut-être déjà plus prévisible. Là, bien sûr qu'il y a, je dis bien sûr, il y a sans doute une forme de déception politique chez un certain nombre de Palestiniens. Sur le plan social, ces dernières années, la situation était moins mauvaise. Je vous parle pas de Gaza, je vous parle de la Cisjordanie. Était moins mauvaise que dans les années 80, 90 et même 2000. En même temps, il est vrai que si Mahmoud Abbas décide, et ce n'est pas encore fait quand même, de remettre, comme il le dit littéralement, les clés de la gestion de l'administration sécuritaire et globale d'ailleurs de la Cisjordanie, enfin en tout cas de la zone A à Israël. Oui, je pense qu'on risque d'aller vers des violences. C'est un risque, c'est une menace. Je ne dis pas que c'est une certitude, mais effectivement, j'ai toujours considéré que partant de non négociation, évidemment, on avait affaire à une atmosphère toujours plus délétère que lorsqu'il y avait négociation, avec d'ailleurs une nuance, si vous le permettez, et j'en conclurai. Dans les années 90, avec les accords d'Oslo, on négociait beaucoup, par définition, entre le gouvernement Rabin Peres et Yasser Arafat, et c'est une période au cours de laquelle des attentats monstres, toutes les semaines, et parfois plusieurs fois par semaine, éclataient, et ça, c'était signé le Hamas, qui est largement responsable de la dégradation, comme le dit d'ailleurs Gantz ces dernières semaines, de la dégradation future qui s'en est suivie. Frédéric Ancel, face aux difficultés rencontrées, on l'a vu, par Benyamin Netanyahou pour mettre en œuvre ce plan d'annexion, est-ce que le Premier ministre israélien pourrait être tenté d'accélérer sur un autre dossier qui lui tient particulièrement à cœur ? Évidemment, je pense au dossier iranien. Une forte explosion a eu lieu la semaine dernière près du site militaire de Parchin où sont fabriqués des missiles. Les autorités iraniennes évoquent un accident, mais les questions demeurent néanmoins, Frédéric Ancel. Alors, vous avez raison de parler de l'Iran. On a affaire, je pense, à un phénomène à peu près similaire sur l'un des deux volets de cette question-là. C'est-à-dire, Netanyahou, ça fait plusieurs longues années que chaque année, donc à chaque rentrée et à chaque réunion ordinaire en septembre de l'Assemblée générale des Nations Unies, il menace très très explicitement avec ces fameux croquis de bombes iraniennes, etc. Bon, ça fait quand même, si ma mémoire est bonne, 7-8 ans qu'il menace. On est bien d'accord que officiellement, solennellement, il n'a jamais rien revendiqué. On parle d'explosion à l'est de Téhéran, moi je veux bien. Moi je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas à quoi elle est due. En tout cas, si elle est due à Israël, Netanyahou ne le revendique pas. Bon, c'est ça qui politiquement serait intéressant. Il ne le fait pas. Donc là aussi, on a affaire à quelqu'un, je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux sur cette question-là, mais il s'intéresse, en fait, il s'intéressait jusqu'à présent d'abord à ce que ça pouvait apporter comme fruit politique, en tout cas, de jouer sinon le matamor, en tout cas le bouclier ou le gardien d'Israël face à l'Iran. Maintenant, il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus sérieux. Le dossier palestinien sur le plan sécuritaire et militaire, en réalité, pour une puissance tout à fait considérable comme Israël, il n'est plus très fondamental. C'est plus un conflit, c'est perçu comme un contentieux par les Israéliens, un simple contentieux. Donc, un contentieux, ce n'est pas prioritaire. En revanche, si l'Iran devait accéder à la capacité de créer une bombe, alors là, pour le coup, on n'aurait plus affaire, comme on dit en géopolitique, à une menace tactique, mais à une menace stratégique. Et là, il est inimaginable que Netanyahou, mais également Gantz et l'ensemble des généraux d'Israël, qu'ils fussent de droite ou de gauche, ne soient pas tentés d'intervenir pour mettre fin à cette menace. Frédéric Ancel, un mot avant de nous quitter sur les 5e rencontres géopolitiques que vous organisez à la rentrée. Elles auront lieu à Trouville à la fin du mois de septembre.
Absolument, 26-27 septembre. Merci beaucoup de me donner l'occasion d'en dire juste un tout petit mot. Ce sont les 5e rencontres. C'est toujours sur le haut patronage du ministre Jean-Yves Le Drian, partenariat Sciences Po Paris, Hérodote, l'Institut français de géopolitique, et la Paris School of Business, ainsi que les PUF, les presses universitaires de France. C'est ouvert, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit. Et les 26 et 27 septembre, à Trouville, nous parlerons mémoire et géopolitique. Eh ben, nous prenons date, Frédéric Ancel. Merci d'avoir été mon invité cet après-midi. Je signale également à nos auditeurs la sortie en septembre de votre prochain livre intitulé Les 100 mots de la guerre, édité dans la belle collection Que sais-je. J'espère que vous viendrez nous le présenter à cette antenne. Bonne fin de journée. Radio J. Et puisqu'on parle d'affaires militaires, j'ajoute que la durée du service militaire en Israël va à nouveau être raccourcie. La période de conscription obligatoire passera de 32 à 30 mois pour les hommes, soit 2 ans et demi. Un plan de réforme avait été adopté en ce sens à la fin de l'année 2016. Politique et justice maintenant au sommaire de cette édition. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Benjamin Netanyahou a attaqué de façon virulente le procureur général israélien Avishai Mendelblit. Le Premier ministre l'accuse en effet de faire partie d'un complot d'État profond visant à l'évincer pour des raisons politiques. Le chef du gouvernement a déclaré qu'il déposerait une plainte à la police. Plus tôt dans la journée d'hier, Avishai Mendelblit avait déclaré au comité des permis du bureau du contrôleur d'État qu'il s'opposait à la demande de Benjamin Netanyahou de recevoir 10 millions de shekels, soit 2,6 millions d'euros de financement extérieur pour sa défense légale dans son procès pour corruption, affirmant que le don équivalait à un cadeau illicite. Benjamin Netanyahou qui avait demandé au comité de surveillance d'autoriser le don de Spencer Partridge, un magnat de l'immobilier basé au Michigan. Partridge se trouve également être un témoin. Dans l'un des cas, le comité a ainsi demandé au procureur général du pays son avis sur la question. En réponse à la décision d'Avishai Mendelblit, Benjamin Netanyahou a répondu qu'une fois encore, il est révélé qu'il existe une loi pour Netanyahou et une autre pour tout le monde. Voilà à quoi ressemble une enquête politique qui se termine par un acte d'accusation politique. 14h23, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal. Vous êtes bien sur Radio J ? À tout de suite. Nous sommes confrontés à des tensions entre maintien de l'économie et maintien de la santé publique. Voici comment Benjamin Netanyahou a présenté tout récemment le dilemme des autorités israéliennes face au Covid-19. Les responsables politiques et sanitaires israéliens tentent en effet d'enrayer cette possible nouvelle vague que confirment les derniers chiffres. 773 nouveaux malades diagnostiqués en 24 heures, dont 162 depuis hier minuit, avec un peu plus de 7800 cas actifs et un bilan de 320 morts. La situation est en effet alarmante, ce qui a poussé les autorités à prendre des mesures drastiques en début de semaine. Et aujourd'hui, Gabriel, le sous-comité du renseignement de la Knesset a voté hier soir, par 5 voix contre 3, le rétablissement du fameux programme de surveillance du Shin Bet des citoyens infectés par le coronavirus. Oui, Steve, c'est une victoire pour Benjamin Netanyahou. En effet, le directeur du Shin Bet, Nadav Argaman, et l'ancien chef de cabinet adjoint des forces de défense israéliennes étaient opposés au rétablissement du programme de surveillance du Shin Bet. Benjamin Netanyahou et ses alliés ont décrit le dilemme, sacrifier un peu d'intimité avec la surveillance du Shin Bet et ce programme, ou être contraint de verrouiller à nouveau l'économie du pays. Très concrètement, lors des 3 semaines à venir, la surveillance du Shin Bet pourra être activée soit par une personne infectée spécifique, soit pour une utilisation plus large, chaque fois que le nombre d'infections de la veille aura atteint au moins 200 personnes, Gabriel. Le chef du Likoud peut également demander à la Knesset d'élargir le recours à la surveillance du Shin Bet dans des circonstances extraordinaires. Selon le ministère de la Santé, environ un tiers des 16 000 personnes infectées à l'époque ont été découvertes par la technologie de suivi des téléphones portables du service de sécurité intérieure et n'auraient pas été découvertes par d'autres moyens disponibles. La crise sanitaire du coronavirus qui a également des répercussions économiques. Elal a annulé tous ses vols jusqu'à nouvel ordre ce matin en raison de la crise financière à laquelle fait face la compagnie. Oui, Steve, cela fait suite à l'annonce du syndicat des pilote qui a annoncé que les pilotes n'embarqueraient pas sur des vols aujourd'hui. Selon le journal financier israélien Globes, le PDG d'Elal, Gonen Ouziskin, a ordonné à tous les avions de la compagnie de retourner en Israël.
Tous les vols, y compris les vols passagers et de fret, sont annulés. Le syndicat des pilotes a annoncé hier soir qu'après que l'administration de l'entreprise n'a même pas respecté les accords signés avec le syndicat il y a moins d'un mois, le syndicat n'a eu d'autre choix que d'en arriver à la conclusion que les propriétaires de l'entreprise n'étaient pas en mesure de le sauver de sa situation, a rapporté la radio publique Cannes News. Et aujourd'hui, l'Europe a rouvert ses liaisons aériennes à 15 pays, dont le Canada, la Tunisie et le Maroc. On part en Iran où une nouvelle explosion a réveillé hier soir les habitants de Téhéran. Le sous-sol d'une clinique médicale au nord de la capitale a pris feu. L'incendie a provoqué la mort d'au moins 10 personnes et de nombreux blessés. Chez le voisin irakien, ce sont 2 milices pro-Iran qui font parler d'elles. La Kataïb Hezbollah et la Harakat Hezbollah al-Nujaba accusent Israël et les États-Unis d'être à l'origine de plusieurs frappes sur le territoire irakien. La semaine dernière, des membres de la Kataïb Hezbollah, relais d'influence extrêmement important des gardiens de la révolution iranienne en Irak, avait été arrêté par les services de contre-terrorisme irakiens. L'actualité en France, maintenant avec vous Gabriel, à nouveau. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a été auditionnée hier soir par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée à la gestion de la pandémie du coronavirus. La candidate battue à la mairie de Paris a assuré avoir anticipé l'arrivée du virus en France. L'Hexagone était toujours en avance sur les alertes des organisations internationales, selon elle. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fonction, je n'ai à aucun moment sous-estimé le risque et que j'ai préparé notre système de santé en anticipation. Il n'y a pas un jour depuis le 10 janvier où je n'ai pas plusieurs réunions par texto, par mail ou physique avec le directeur général de la santé. Nous travaillons main dans la main. Il n'y a pas une journée où nous ne prenons pas des décisions. Pas une journée où nous n'avons pas anticipé, toujours par rapport à l'OMS et à l'ECDC. Nous sommes toujours en avance par rapport aux décisions internationales. Donc, en aucun cas, je peux vous dire, en aucun cas, je peux laisser dire que le ministère de la Santé a été lent. Et dans ce contexte, Gabriel, le personnel hospitalier réclame des revalorisations salariales. C'est l'objet du Ségur de la santé qui s'achèvera ce vendredi. Le gouvernement a investi 6 milliards d'euros pour revaloriser les salaires des paramédicaux et 300 millions d'euros pour les médecins. Martin Hirsch, directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, est revenu sur ce Ségur de la santé ce matin sur France Info et il a souligné: on peut profiter du Ségur pour régler le fait que l'hôpital fait payer des patients pour des sommes astronomiques. On est obligé d'avoir 1500 personnes qui s'occupent des factures alors que ça pourrait être des soignants qui s'occupent des patients dans leur lit et ce serait quand même beaucoup mieux. Il ne faudra pas se contenter de chiffres, surtout. Je pense ce qui se joue est historique et peut être historique. Hein. On a une chance. L'hôpital allait mal. J'ai été souvent à cette antenne pour expliquer pourquoi les personnels hospitaliers étaient pas assez payés. Donc, il faut les rémunérer davantage. Il faut leur permettre d'avoir des progressions de carrière. Il faut que l'hôpital soit attractif. Mais il faut aller au-delà de cela. Il y a plusieurs combats qui vont dans cette transformation de l'hôpital. Martin Hirsch qui était ce matin sur France Info et sur RTL, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a déclaré qu'environ 80 à 85% des élèves avaient retrouvé le chemin de l'école. S'il estime que ça reste beaucoup, le ministre de l'Éducation a rappelé qu'on a fait face à des conditions adverses avec la crise sanitaire. Le ministre a aussi souligné qu'en temps normal, les classes sont malheureusement peu remplies en fin d'année. Pour moi, c'était essentiel que tous les enfants retrouvent l'école. Vous savez, on peut pas tout le temps, en temps normal, dire que l'école c'est essentiel, et puis dès qu'il y a une crise, considérer que l'école c'est secondaire. L'école c'est fondamental, les enfants ont besoin d'école, et depuis le début de la crise, mon premier but c'est que les enfants aient un contact avec l'école et même retournent à l'école. Alors évidemment en respectant les conditions sanitaires, c'est ce qu'on a fait. Évidemment au début c'était très exigeant. Merci Gabriel Attal. Quelques écrans publicitaires. On se retrouve dans une poignée de secondes pour la chronique du mercredi, chronique Israel Startup Nation en compagnie Radio de J, Daniel Rouache. 94.8. Israel Startup Nation avec Daniel Rouache. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi. Daniel, on va commencer cette chronique hebdomadaire en parlant de diamants avec cette question. La Startup Nation a-t-elle un pôle high-tech en matière de diamants ? La réponse est oui.
En fait, on ne s'y attendait pas, mais il faut savoir qu'il y a énormément de technologie derrière le diamant. Alors, l'Israel Diamond Exchange, qui est à Ramat Gan, a rejoint la Startup Nation et a décidé d'ouvrir récemment un incubateur technologique pour les startups israéliennes et internationales qui opèrent dans le secteur du diamant. Donc, le nom de cet incubateur, c'est Diamond Tech. Ce centre d'innovation accueille et fournit un soutien financier à des startups dans leur phase de développement initial. Alors, le Diamond Tech fait la promotion des nouvelles technologies pour le secteur du diamant. Cela inclut les plateformes industrielles, la robotique, les semi-conducteurs, les technologies médicales, la technologie spatiale, les logiciels, la finance et les plateformes de marketing B2B et B2C. Il faut savoir que ce Diamond Tech est déjà en relation avec beaucoup de centres technologiques dans le monde, à New York et également à New Delhi en Inde. Alors, le président d'Israel Diamond Tech a récemment déclaré « Nous sommes convaincus que l'industrie du diamant doit avancer du point de vue technologique. Nous allons exploiter l'énergie et la créativité de la Startup Nation pour le bien de notre industrie. » L'Israel Diamond Exchange s'engage à assurer le succès de ces startups et de leur contribution à l'industrie du diamant. Un point également important à noter sur le plan technologique, le Technion de Haïfa signé en tant que partenaire stratégique pour la recherche et le développement de ce centre nouveau du Diamond Tech. L'industrie israélienne du diamant est un acteur important de la production de diamants taillés en gros. Dans le monde, cette industrie est concentrée autour du district du diamant dans le quartier d'affaires de Ramat Gan. Le complexe est constitué de 4 tours interconnectées par des passerelles. L'intégralité des opérations commerciales se fait dans ce complexe de bureaux. Il faut savoir également pour les deux auditeurs de Radio J, lorsque vous aurez l'occasion de vous rendre en Israël, il y a un musée, un petit musée, mais qui est absolument exceptionnel, au pied de la tour des diamants à Ramat Gan. Il est absolument magnifique et il vaut le détour. Alors, un point également important, l'entreprise leader dans le secteur du diamant, l'entreprise technologique, c'est Sarin. Sarin est le leader mondial israélien des technologies pour l'industrie du diamant. En tant que pionnière mondiale des technologies du diamant, Sarin est ravie de faire partie de cette nouvelle et importante initiative, ce fameux Diamond Tech, voilà donc pour les diamants. Daniel, de manière plus générale, Israël, en cette période de crise, attire-t-il toujours les investisseurs étrangers ? Alors la réponse est pour le moment investisseurs étrangers, non, il n'y a pas de grands investissements qui ont eu lieu en Israël. Par contre, la Banque mondiale a fait un classement qui a été daté de 2020. Il porte sur 190 économies dans le monde et Israël se retrouve quand même en bonne place. Israël gagne 14 places par rapport à son classement de 2018-2019. Donc, on est autour de la 35e place. C'est un classement qui fait honneur à Israël, car le pays a réussi à entreprendre des règlements et à effacer des réglementations qui sont tout à fait contraignantes. Israël a évalué plusieurs paramètres importants des réglementations et a apporté des améliorations majeures afin de faciliter les processus globaux. Il faut savoir que l'ambassade d'Israël en France est très très heureuse de ce classement, que ça lui permet d'avancer ses pions et de présenter Israël comme un pays qui peut représenter un potentiel d'investissement. On sait que tous les grands groupes multinationaux du monde entier sont présents ici en Israël dans le domaine de la recherche et développement, mais dans le fameux classement Doing Business, pendant des années, Israël a été très très mal classé. Voilà, les choses changent. J'espère que une fois qu'on aura terminé avec ce Covid-19, les investisseurs reviendront en Israël et verront qu'Israël a bien changé dans tous les domaines bureaucratiques pour faciliter la vie des entreprises qui veulent venir ici dans ce pays. Les choses changent et vont dans le bon sens, Daniel. Et une firme israélienne dont on va parler actuellement et qui fait beaucoup de bruit autour d'elle ces derniers mois, son nom, SixGill. Voilà, alors SixGill est une belle société de cyberintelligence. Moi-même, j'ai rencontré cette société plus d'une fois.
Il faut savoir que beaucoup de gens n'ont rien d'autre à faire actuellement quand ils sont confinés chez eux à la maison, d'essayer de faire du trafic à travers le net. La société SixJIL est spécialisée dans ce qu'on appelle le dark web. C'est un ensemble de sites web qui ne sont pas référencés sur les moteurs de recherche traditionnels. Et il faut savoir que SixJIL a fait vraiment tout ce qu'il faut pour repérer tous les trafiquants. On a un nombre incroyable de personnes, d'escrocs qui sont sur le net. Et elle a été fondée à Natania, Daniel. Pardon ? Et cette société a été fondée à Natania. Oui, elle a été fondée à Natania, elle a son siège à Natania, elle a une très très belle équipe. La plupart des membres de cette équipe sont des gens qui sont issus du milieu de l'intelligence israélien, de la fameuse unité 8200 Shmoneh Matayim. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire pour SixJIL aujourd'hui. On va parler maintenant d'EDF, dont l'activité en Israël se développe. Oui, alors le groupe EDF, on le sait pratiquement pas en France, très peu de gens le savent, mais le groupe EDF est un des grands groupes français présents en Israël. C'est une société qui maintenant, depuis des années, est managée avec vraiment une main de maître ici en Israël par une équipe de gens, certains d'entre eux ont fait école polytechnique en France. La filiale israélienne de la société française EDF avait remporté un appel d'offres il y a quelques années pour la construction d'une centrale solaire à Achalim, dans le désert du Negev, en fixant un prix record pour la production d'énergie solaire. Quand je dis un prix record, c'est-à-dire un prix extrêmement bas. Les concurrents ne sont pas arrivés à convaincre les autorités israéliennes qu'EDF est trop cher. Donc le champ de panneaux photovoltaïques qui va rentrer en service en 2021 va fournir de l'électricité à un prix très bas. Le système photovoltaïque, le plus répandu à notre époque actuellement, capte les rayons du soleil et les convertit immédiatement en électricité. Pour sécuriser l'accord, l'État d'Israël a réduit divers facteurs de risque, notamment en matière de planification, en veillant à ce que les kibbutzim locaux ne demandent pas d'argent pour l'utilisation de leurs terres. Il faut savoir que le groupe EDF est très très bien géré en Israël. La construction de l'usine a coûté une véritable fortune. C'est un investissement de 40 millions d'euros. Et l'accord qui a été signé entre le groupe français EDF et l'État d'Israël fixe le prix de l'électricité pour une période de 25 ans. Donc ce fameux Achalim dispose déjà de 2 centrales thermosolaires. Les centrales thermosolaires captent la lumière du soleil et la transforment en chaleur avant de la convertir en électricité. Lorsque vous viendrez en Israël, vous verrez encore une fois les grandes tours d'Achalim. Elles sont visibles de très 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 loin. C'est devenu pratiquement un lieu de tourisme pour les Israéliens. Aussi, une chose importante, c'est que le groupe EDF a investi en Israël. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a pas eu de problème majeur qu'un grand groupe français s'implante ici, comme le groupe EDF. Il y a eu des difficultés pour le groupe Alstom et autres, mais EDF a réussi ce tour de main à s'implanter en Israël, également au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, Inde, Chine et autres. Et EDF a vraiment a trouvé le système le plus efficace au monde pour ne pas avoir de difficultés avec la France, puisque EDF Énergie en Israël achète énormément de matériel en France. Il y a quelques petites usines françaises qui fournissent EDF Israël et travaillent pratiquement à 90% pour EDF en Israël. Donc voilà, c'est la raison principale pour laquelle il n'y a aucun problème pour EDF de continuer son chemin en Israël, d'investir. Et vraiment, ça fait honneur à la France. Vous savez que ici en Israël, il ne va pas y avoir la fête du 14 juillet, comme c'est le cas pratiquement tous les ans, mais les Français sont toujours présents. Eh bien, c'est un bel exemple de coopération franco-israélienne. Merci beaucoup, Daniel Rouache. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique Israël Startup Nation.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le Flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Belle après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.